Petite vidéo d'introduction à l'antinatalisme, du moins à ma position sur ce sujet et à travers des arguments que je trouve pertinents. Malheureusement, sur le YouTube francophone, les résultats associés à antinatalisme sont selon moi plutôt décevants. Idem pour le YouTube anglophone, souvent les mêmes visages, relativement rares, et la plupart du temps, je ne trouve pas que leurs arguments soient les meilleurs. Du moins, ce ne serait pas ce que j'utiliserais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aussi, je fais cette vidéo pour présenter ma perspective sur ce sujet glissant et contre-intuitif qu'est celui de l'antinatalisme. Commençons par le début. Qu'est-ce que l'antinatalisme ? Sans aucun doute, le mot a ses nuances polysémiques. Selon la plupart des définitions, on parle de « qui vise à réduire la natalité ». Aujourd'hui, je vais aborder le sujet dans le sens où je représente l'affirmation selon laquelle le choix abouti de faire un enfant est une faute morale en soi. Je choisis cet angle philosophique car je trouve les arguments économiques, écologiques ou scientifiques soit mauvais, soit hors sujet, soit trop faibles. Et quand je fais face à un sujet de débat, j'aime me concentrer sur les meilleurs arguments pour et contre. Je ne vais pas aborder les arguments directement, parce que cette question est particulièrement sensible et nécessite une introduction rappelant certains principes de précaution. Dans cette ouverture, je vais parler des deux pièges les plus courants et les plus grossiers qui empêchent le débat d'émerger et m'attarder un peu sur ce qui motive ces pièges. Et vraiment, je souligne l'importance de cette introduction qui doit être prise au sérieux étant donné combien le sujet est sensible et honnêtement difficile à aborder dans un cadre sain et productif. Le premier de ces pièges est la diabolisation de l'antinataliste. Tu es un antinataliste parce que tu es un sinistre misanthrope. Tu n'aimes pas les hommes, tu es un anti-humaniste, tu es un sombre individu, etc. Le deuxième piège est la psychologisation de l'antinataliste. Tu es antinataliste et je te plains, tu es profondément dépressif, tu as besoin d'aide, etc. Vous aurez remarqué dans ces exemples que c'est le messager qui est attaqué, l'antinataliste, et non pas le sujet, l'antinatalisme. Et très souvent, j'ai eu l'occasion de le constater en tant que spectateur et acteur du débat, de nombreuses fois, ces attaques, parce que c'est ce qu'elles sont faites en dépit de la présentation d'arguments, parce qu'il existe un a priori vindicatif, phobique presque, vis-à-vis des antinatalistes, et ces réactions trop courantes détruisent toute chance au débat d'avoir lieu, aux oreilles d'écouter, aux arguments d'être simplement présentés. C'est tirer avant de poser les questions. Ces réactions, au moins en bonne partie, sont motivées par ce qu'on appelle en psychologie la réactance. C'est un mécanisme de défense psychologique très commun et que l'on partage tous, mis en œuvre par un individu qui tente de maintenir sa liberté d'action ou de croire lorsqu'il la croit ôtée ou menacée. Les exemples sur ce sujet sont légion, par rapport au végétarisme par exemple, qui de facto représente une limitation volontaire d'une partie de notre menu, qui déclenche facilement et rapidement des réactions fortes et souvent peu pertinentes. L'important devient la réaction et sa puissance en dépit de la rationalité. Idem pour le changement climatique qui déchaîne des passions, puisqu'entre les lignes de tout message écologique un peu sérieux se cachent des revendications ascétiques et décroissantes, donc limitantes. On se souvient par exemple du mannequin à l'effigie de Greta Thunberg, pendu sous un pont en Italie, entre autres exemples. Alors que, pour rappel, son message principal demeure « Lisez et écoutez les experts travaillant au GIEC ». Jamais je crois avoir entendu des arguments contre les siens. Ce n'étaient que des attaques contre son âge, son sexe et des mensonges conspirationnistes idiots. En France, on a eu notre lot de polémistes à ce sujet. Aujourd'hui, ce sont les vaccins qui provoquent des pluies de réactance. Il existe énormément d'exemples pour illustrer ce qu'est la réactance. Et s'il existe un sujet qui provoque au moins autant, sinon davantage de réactance que tous les autres, c'est bien l'antinatalisme. Et c'est surtout pour ça que c'est si difficile d'en parler
et que cette introduction est nécessaire, pour une raison qui est évidente, mais je vais quand même l'énoncer. L'antinatalisme est la promotion du sacrifice de notre liberté, de notre fonction fondamentale, ontologique même, de nous multiplier, de faire des enfants. C'est plus que nous nier un moyen de transport, plus que nous nier le choix de ne pas avoir à faire une piqûre indolore, plus que nier une partie du menu de la cantine, c'est nier une de nos fonctions évolutives principales, dominantes. Comme dirait Fabrice Lucchini, c'est énorme. Et donc, c'est très logique que le sujet soit si vecteur de réactance, et donc si difficile à exposer. Troisième piège bonus, et pas des moindres. Plus subtil que les deux précédents, probablement le plus facile à oublier. La question de la pertinence des raisons nous poussant à continuer à exister et celle des raisons nous poussant à créer la vie sont deux équations radicalement différentes, avec des arguments différents, pouvant en toute cohérence admettre des conclusions différentes. Or, le débat de l'antinatalisme est complexe parce qu'on a tendance à projeter notre biais à vouloir continuer à être dans la question de la création, ce qui est une faute, puisque ceux qui ne sont pas encore créés ne s'encombrent ni de ces biais ni de ces désirs. Nous y reviendrons plus tard. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue, pas encore. Je laisse ça aux solipsistes et aux dogmatiques. Aussi, mes arguments se basent sur des axiomes que je crois cohérents et raisonnables. Ce que je pense, c'est que si on déroule un fil logique à partir de ces axiomes, alors il est rationnel de devenir antinataliste. Premier axiome, ce qui n'existe pas ne peut pas conceptualiser la notion d'une échelle de valeur. Vous et moi, admettons qu'on le veuille ou non, des échelles de valeur. On préfère tel genre de musique à tel autre, on méprise ceux qui mettent des chaussettes avec leurs sandales, on préfère la glace à la vanille qu'à la saveur tente de pelouse, etc. Ce qui n'existe pas ne peut admettre pareille notion, quelle qu'elle soit. Si vous pensez qu'il n'est pas raisonnable d'admettre cet axiome comme vrai, vous pouvez quitter la vidéo et m'expliquer pourquoi il est plus raisonnable de croire que ce qui n'existe pas puisse composer avec ce genre de notion plutôt que l'inverse. Deuxième axiome. Passer une limite, le bonheur vecteur de souffrance n'est plus moralement justifiable. Bien sûr, il n'existe pas de manière de mesurer le bonheur ni la souffrance, et la perception de l'intensité de la dimension négative de la souffrance peut varier grandement d'un individu à l'autre. Idem pour le bonheur. Aussi, je vais, pour essayer de vous convaincre d'accepter cet axiome comme raisonnable, vous proposer des exemples où l'intensité de la souffrance sera si démesurée et le bonheur lié à cette souffrance si trivial que vous ne pourrez vraisemblablement pas admettre qu'il puisse être moral, dans le cadre de l'exemple que je présenterai, de justifier pareil moyen d'obtenir de la satisfaction. En d'autres mots, je ne crois pas qu'on puisse quantifier ni le bonheur ni la souffrance, mais on peut, pour plus de 99% d'entre nous, admettre une limite subjective à partir de laquelle l'obtention de bonheur au prix de souffrances considérables est moralement abjecte, inadmissible. Ceux qui font partie des moins de 1%, et donc nient la valeur de ce deuxième axiome, à mon avis peuvent être natalistes et cohérents, mais ils sont aussi vraisemblablement psychopathes, et je n'ai personnellement pas de respect pour leur position. L'exemple pour illustrer cet axiome est en suivant. Franz est un jeune soldat du Troisième Reich. Il est manipulé par la propagande nazie, présentant les Polonais comme des individus dangereux, horribles. Et lorsqu'il participe à l'invasion de la Pologne, il va participer aussi à un viol en groupe d'une jeune Polonaise de 13 ans dont la famille vient d'être pillée et massacrée par les nazis. Elle survivra, mais seule, démunie et blessée par les sévices sexuels. De tout ça, elle en gardera des cicatrices tout le reste de sa vie. Son histoire ne s'arrête pas là,
puisqu'elle est juive. Elle sera déportée dans un camp de concentration, celui d'Auschwitz-Birkenau. Là-bas, elle croisera Otto Moll, un homme qui a vraiment existé et dont le sadisme était insatiable. Il la torturera avec toujours beaucoup d'ingéniosité dans le but de mettre au point de nouveaux tourments. Et elle finira par en mourir. Franz et Moll ont pris beaucoup de plaisir dans cette équation et n'éprouveront pas de remords par la suite. Demandez-vous, est-ce que ça en valait la peine qu'elles subissent toutes ces souffrances pour le plaisir sadique de quelques individus? Était-ce moralement justifiable? Si ça n'en valait pas la peine, de facto vous acceptez, au moins dans le cadre de votre appréciation subjective, le deuxième axiome. Troisième axiome. Ce qui suit notre vie nous laissera tout aussi indifférents que ce qui précède notre vie. Un néant qui s'ignore. Il n'existe pas pour notre conscience d'amnésie avant et après la vie tangible, admettant une autre forme de conscience de l'avant et de l'après-vivant. Il n'existe simplement pas de conscience avant son émergence diachronique dans le ventre de sa mère et aucune après la mort cérébrale. Notre conscience est ponctuelle, éphémère. Elle naît et disparaît. L'argument que je vais développer aujourd'hui, en plus d'être présenté dans un premier jet pour un format auquel je ne suis absolument pas habitué, est loin d'être un argument exhaustif. Voyez plus ça comme un résumé. J'estime que le sujet est complexe, dense, et qu'on ne peut pas couvrir toutes ces subtilités en une seule vidéo. Si vous êtes encore ici, c'est que vous acceptez que, pour vous, les axiomes que j'ai présentés sont corrects. Au minimum que leurs alternatives sont moins crédibles que la présentation que j'en ai faite. Puisque ce qui n'existe pas ne peut conceptualiser d'échelle de valeur, alors ce qui n'existe pas ne peut souffrir de ne pas connaître les avantages de la vie. Ce qui signifie que la vie ne peut rationnellement avoir davantage de valeur que son alternative, l'inexistence, qu'on appelle parfois la mort quand cette inexistence est précédée d'une existence vivante. Or, comme disait Épicure il y a plus de 2 millénaires, la vie et la mort s'excluent réciproquement l'une de l'autre. Quand nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons pas. La mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts. Donc, nous n'avons pas de raison rationnelle de craindre de ne plus exister, pour et à travers notre propre perspective. Mais nous n'avons pas non plus de raison rationnelle, ou plutôt de capacité, à désirer exister avant d'exister. Nous ne désirons jamais venir au monde, aussi nous n'avons aucun intérêt à être créés. Ici, nous, étant évidemment un abus de langage, se heurtant à la tautologie, voulant que nous n'existe pas avant sa création. Imaginez les Jupitériens par exemple. Nous ne nous lamentons pas de leur inexistence. Nous ne considérons pas que ce serait un devoir moral d'aider à leur existence. Et nous n'avons pas de raison d'entretenir telle croyance. Aussi les derniers à désirer leur existence, c'est eux. Il n'existe pas de salle d'attente qu'on pourrait qualifier de potentielle, où les Jupitériens attendent, avec nervosité et excitation, de enfin pouvoir exister. Ainsi la vie n'est pas une bonne chose en soi. Si nous n'existions pas, nous n'en aurions rien à faire. Nous ne pourrions pas en avoir quelque chose à faire. Et si plus rien n'existe, plus rien ne peut entretenir d'échelle de valeur. Donc, plus rien n'a de valeur. L'inexistence est le théâtre muet d'une indifférence absolue. À partir de là, la rationalité nous force à admettre que, en dehors des avantages que tire ce qui existe déjà de la création de nouveaux existants, il n'y a aucune raison pour les nouveaux existants d'être créés. Il n'y a alors qu'une seule raison d'être nataliste, une raison égoïste, mais pas n'importe laquelle. Pour ceux qui existent déjà,
il existe un intérêt à créer de nouveaux individus pour créer un lien affectif que l'on désire ou fantasme, une assurance retraite, correspondre aux mœurs de la société dont on fait partie, etc. Mais il est important d'admettre dans cette première partie que les seules raisons d'être nataliste sont égoïstes sous la perspective non pas du créé, mais du créateur. Lucie est le nom qu'on donne à un individu représentant l'espèce éteinte Australopithecus afarensis, découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale. Son fossile est daté de 3,18 millions d'années. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, Lucie n'est en réalité probablement pas un ancêtre direct de notre espèce, mais davantage d'une lignée collatérale. Mais peu importe, c'est sa popularité et son âge qui m'intéressent. Aussi, admettons qu'elle soit notre ancêtre. Ce que j'avance, c'est qu'elle est, en partie, responsable du nazisme, ainsi que son enfant, l'enfant de son enfant, etc., jusqu'à la mère d'Hitler, puis Hitler lui-même, évidemment. C'est quelque chose qui n'est pas trivialement accepté, tout ce qui touche à la responsabilité et ou à la culpabilité est sensible et très vecteur de réactance, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres. Pourtant, tout parent est indiscutablement, au moins partiellement et causalement, responsable de l'existence de ses enfants. Vous et moi, si nous étions parents, deviendrions entre autres potentiellement responsables de l'avènement du prochain Hitler, Staline ou Mao, ou plus trivialement d'X violeurs, d'X meurtriers, X pédophiles et X suicidaires, puisqu'il y a fort à parier que nos enfants feront des enfants. Notre implication ne serait pas triviale, elle ne serait rien de moins qu'une condition sine qua non. Le fait que nous n'y pensions pas, le fait que Lucie ne s'est jamais dit qu'elle permettrait la montée au pouvoir de ce Troisième Reich, ne la rendrait pas moins responsable s'il faisait partie de la lignée correspondante. Un lapin ne peut vraisemblablement pas entretenir ce genre de considération. Vais-je permettre à un mégalo communiste de faire souffrir des millions d'individus? Il ne se dit pas ça. Mais nous si, nous en sommes capables, et nous devrions faire honneur à notre intelligence et nous demander si nous sommes susceptibles de générer le pire, si ça en vaut la peine. Lucie, en admettant son lien avec notre espèce, est responsable de l'existence de tous ses enfants, qu'ils s'appellent Botticelli, Mao, De Vinci, Hitler, Lincoln ou Ivan le Terrible. Nous serons potentiellement les responsables des prochains grands artistes et grands tyrans du monde de demain. Il faut absolument en avoir conscience. Et à partir de ce constat, nous demander si permettre la création de nouveaux individus en vaut la peine, oui ou non. Pour eux, au-delà des plaisirs et besoins égoïstes que nous en tirerons nous, besoins et plaisirs probablement triviaux face à la somme démesurée de plaisirs et souffrances induites par peut-être 5, 10 ou plus de 1000 générations. Il y a très longtemps, notre espèce a connu un cap très difficile, et le nombre d'individus était particulièrement faible, proche de l'extinction, raison expliquant le manque de diversité génétique au sein de notre espèce comparée à celle du chimpanzé par exemple. On parle d'une différence d'un facteur 10 entre les deux. Ce très petit nombre d'individus est responsable des milliards d'individus que nous sommes aujourd'hui. L'effet papillon nous liant à nos ancêtres est considérable, sans aucun doute en dehors des limites de leurs imaginations, ce qui ne les rend pas moins responsables de nos existences. Ne pas avoir conscience de quelque chose ne rend pas innocent. Beaucoup de nazis très sains d'esprit n'avaient pas conscience de faire quelque chose de mal dans les camps de concentration. Ils pensaient vraiment travailler pour le bien commun. Ils étaient à la fois sincères et sains d'esprit. On a eu l'occasion de l'étudier à partir des procès de Nuremberg.
Et Hannah Arendt a beaucoup écrit sur le sujet, par exemple. Selon l'OMS, environ 14 individus sur 1000 meurent parce qu'ils l'ont décidé, se suicident, en général via l'ingestion de pesticides, par pendaison ou via une arme à feu. 10 fois plus font des tentatives infructueuses. Ce sont des individus qui ont vraisemblablement estimé que leur vie admettait une valeur profondément négative, qu'il fallait qu'ils y mettent un terme, malgré et contre toute la puissance de notre instinct de conservation. Et Dieu sait combien de témoignages horribles nous rappellent sans cesse combien cet instinct a un pouvoir démesuré. J'imagine qu'une voix martèle dans votre esprit que 986 individus sur 1000 ne meurent pas parce qu'ils l'ont décidé. Vous imaginez peut-être que j'ignore leur existence, que je suis omnibulé par une perspective incroyablement pessimiste. Et si vous pensez cela, je pense que vous avez oublié la première partie de mon raisonnement. Ce qui n'existe pas ne peut souffrir de ne pas connaître les avantages de la vie. Cette phrase, comprise, peut sans aucun doute amener la personne la plus heureuse du monde à admettre, pour peu qu'elle soit rationnelle, que si elle venait à disparaître d'un claquement de doigts, ou si elle n'avait jamais existé, que cela n'aurait aucune espèce d'importance pour elle, puisqu'alors elle n'aurait pas les capacités d'en avoir quoi que ce soit à faire, pour et à travers son unique perspective. Tandis que les suicidaires, eux, en ont quelque chose à faire d'exister. Ça les emmerde profondément. Et ils n'ont pas à leur portée aucune raison intelligente d'estimer qu'ils existent pour une bonne raison, en dehors des besoins et désirs égoïstes et finalement plutôt triviaux de leur créateur. Très concrètement, et ça s'était passé en Inde, un homme de 27 ans avait porté plainte contre ses parents pour l'avoir créé sans consentement. Ça vous fait peut-être marrer. Sans son consentement, bah oui, on sait évidemment. Marrant le gars. Oui, mais le fait que ce soit un truisme ne rend pas la chose moins vraie. Tout être créé l'a été en dehors de son consentement, n'aura jamais aucune raison d'estimer que la création de sa vie répond à une raison intelligente et utile vis-à-vis de ses propres intérêts, puisque la présence des désavantages de la vie pourront lui être insupportables, tandis que l'absence potentielle de sa capacité à expérimenter les avantages de la vie le laisserait indifférent au plus haut degré. On peut tolérer sa vie. On ne peut rationnellement se dire que la vie a plus de valeur qu'elle-même. On peut se dire que la vie a moins de valeur qu'elle-même. En d'autres mots, qu'elle n'en vaut pas la peine. Et ce, malgré les contraintes qui nous poussent fortement à tolérer sa vie. Créer la vie, c'est légitimer sa capacité à se nier. C'est mépriser ceux qui souffrent d'exister, alors que ceux qui apprécient chaque jour de l'existence n'ont rationnellement aucune raison d'admettre que leur existence aurait davantage de valeur que leur inexistence pour et à travers leur unique perspective. Être nataliste, c'est admettre comme justifié l'intérêt des deux générations présentes de potentiels créateurs à créer de nouveaux individus, dans le sens où leurs intérêts égoïstes est capable de justifier l'intensité négative que vivront malgré et à cause d'eux des millions, des milliards de suicidaires qui s'étaleront sur 1000, 10 000 ou 1 milliard de générations, ce qui contredit mon deuxième axiome. Une somme de plaisir trivial justifiant une somme de souffrance considérable et de joie non réclamée dont l'inexistence ne manquerait à personne. Pour donner un ordre d'idée, il y a environ 200 000 ans, comme j'en avais brièvement parlé auparavant, notre espèce a connu un cap difficile, un goulet d'étranglement génétique durant lequel notre espèce n'aurait compté que quelques milliers de femelles reproductrices sur toute la planète. Eux sont nos ancêtres. Aujourd'hui, tous les ans, environ et avec des mesures relativement optimistes, 700 000 à 800 000 individus se suicident dans le monde, près d'1 million donc.
soit une personne toutes les 40 secondes, soit beaucoup plus qu'il n'existait de représentants de notre espèce à un moment T, en une seule année. Est-ce que ça en valait vraiment le coup? Si on est cohérent et qu'on était d'accord avec le deuxième axiome, alors on devrait répondre non. Ça n'en valait vraisemblablement pas la peine. Peu importe les avantages que ces milliers d'individus ont eu à se multiplier, et plus que davantage, il serait probablement plus pertinent de parler de pulsions instinctives, sexuelles, admises et poussées par des jeux évolutifs amoraux, peu importe ces raisons, ça n'en valait vraisemblablement pas la peine. Les souffrances induites, les négations ontologiques induites, sont infiniment plus bruyantes que les orgasmes de ces quelques milliers d'hommes et de femmes il y a 200 000 ans. Aussi, qu'est-ce qui nous dit que l'effet papillon entre nous et nos lointains descendants ne sera pas aussi ahurissant? 15 000 générations sur 200 000 années, c'est très peu. Beaucoup d'espèces ont vécu plusieurs millions, parfois dizaines de millions d'années sur Terre. Nous sommes les Lucies du futur. Mais, contrairement à elles, vraisemblablement, on a une capacité de recul et de réflexion incroyable. Servons-nous-en. La nature fondamentale de la dichotomie existence-inexistence empêche l'existence d'avoir une valeur positive pour et à travers sa propre perspective. Nous pouvons rationnellement admettre que ça n'aurait pour nous aucun espèce d'intérêt si nous n'avions jamais existé. Mais ceux qui, parmi nous, souffrent profondément d'exister, ne peuvent avoir recours à des arguments rationnels justifiant l'intérêt de leur création en premier lieu et pour eux. Ainsi, on n'a rien à gagner qui en vaille la peine à être créé, mais tout à y perdre. Le gain égoïste qu'on tire de la création d'autres vivants est trivial comparé à l'intensité des souffrances admises par le choix nataliste, qui couvre l'ensemble des générations existantes à travers le temps, alors que le choix antinataliste n'est vecteur, lui, que de souffrances, préférablement assumées et donc déjà amorties, pour environ 2 générations. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était le résumé de ma perspective sur l'antinatalisme. J'ai essayé de faire une vidéo relativement courte, concise et un brin structuré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Des bisous.